enregistré de mon côté. Ah, mais c'est gentil, oui, au cas où on sait si la qualité est pas super. C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup. Ok, c'est parti. Ok. This meeting is being recorded. Bon, c'est bien, au moins on est prévenu. Merci beaucoup en tout cas pour d'accepter, voilà, d'avoir cet échange et de prendre le temps. Comme je vous l'ai précisé dans mon mail, en fait, je suis actuellement en master exécutive en transformation digitale et c'est une formation qui est moitié HEC, moitié les mines Paris Tech. Et du coup, je suis en train de. Le sujet de ma thèse, en fait, est autour de la data émotionnelle. On va dire l'émotion dans un sens plus large qu'on arrive à mesurer ou à qualifier dans le but en fait d'améliorer la chaîne de valeur marketing et aussi d'améliorer l'expérience client plutôt omnicanal. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre en parallèle, j'essaye en tout cas de confronter différents regards, aussi bien d'un point de vue consommateur, d'un point de vue annonceur, des agences, des chercheurs ou des autorités réglementaires. Et j'essaye de voir en fait déjà qu'est-ce qu'il est possible de faire pour qualifier et en tout cas pour mesurer l'émotion, euh, grâce à la technologie en fait, donc plus particulièrement la data et l'intelligence artificielle et les limites aussi qu'on a en matière de ciblage, en matière de connaissance client, de réglementation et ce qu'on peut faire par le biais des neurosciences cognitives. Du coup, voilà. Et donc, merci beaucoup pour l'ensemble des éléments que vous m'avez envoyés parce qu'en effet, Watson est très active en neurosciences cognitives. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant justement de voir, vous, IBM, comment vous travaillez sur ces sujets. J'ai déjà rencontré quelqu'un de chez vous qui s'appelle. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Denis Florian, qui travaille dans tout ce qui est intelligence artificielle et les sujets, mais plutôt relatifs en fait aux employés en fait, aux organisations. Donc il est sur ces domaines-là, mais voilà, plutôt d'un point de vue organisationnel, employeur. Donc voilà, et donc vous, j'ai bien noté que vous travaillez plutôt dans le domaine de l'industrie et chez IBM. Et enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent en tout cas m'intéresser, je pense. C'est même sûr. Donc voilà, peut-être. Ouais. Ah, vous êtes moins sûr. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à tout sur l'intelligence émotionnelle avec de l'IA, mais enfin, on va tenter. J'essaierai de te donner des éléments uniquement sur ce que je sais. Voilà. Donc, je suis pas forcément le mieux placé sur ces aspects-là, mais essayons. Ok, super, c'est gentil. Et alors, voilà, généralement, moi, dans le cadre de la thèse, c'est des entretiens semi-directifs. C'est-à-dire que j'interviens pas forcément, c'est-à-dire que voilà, je vais vous poser des questions après pour creuser certains sujets, mais l'objectif, c'est aussi de vous laisser parler et voilà, que vous me dites en gros ce que vous pensez de tout ça. Peut-être qu'on peut commencer, vous pouvez me dire à peu près, vous pouvez me dire sur quoi vous travaillez, ce que vous faites actuellement, puis après, on peut peut-être rentrer un peu plus dans des questions par rapport au sujet si ça vous va. D'accord. Donc, je suis dans une équipe qui s'appelle Industrie Solutions et Business Développement, donc qui est une équipe européenne. Mon rôle est architecte industrie et je travaille sur des projets de transformation digitale. D'accord. Donc, dans le manufacturing, dans la supply chain, dans les services connectés, pour des clients industrie. Et donc, clients industrie, c'est-à-dire 4 segments, aéronautique, espace, automobile, chimie, pétrole et machines industrielles. D'accord. Donc, voilà ma fonction. Donc, un architecte industrie, il essaie de comprendre les besoins, il essaie de choisir les capacités et il conçoit des architectures, des solutions, bien sûr dans le cadre de transfo digital. Il y a souvent de l'analytics, de l'IA, des technologies disruptives type blockchain ou autres, donc qui vont apporter des bénéfices escomptés dans le cadre de transformation digitale. D'accord. Est-ce que le sujet de l'émotion, ça peut être un sujet qui est en lien justement par rapport, qui vous intéresse et qui peut être connecté aux problématiques que vous rencontrez dans votre métier?
Oui, oui. Je dirais dans mon périmètre, je n'ai pas forcément de cas d'usage, on ait besoin d'aller capturer des émotions. Alors, une fois de plus, ça dépend ce qu'on entend par ce terme. Oui, c'est ça. S'il s'agit de capturer des sentiments, s'il Oui. s'agit sur le web, par exemple, sur un produit, s'il s'agit d'analyser ce que dit un patron concurrent de sa société sur des réseaux sociaux, s'il s'agit de comprendre ce que va émettre comme avis un opérateur de maintenance sur un produit qu'il est censé maintenir, s'il s'agit de comprendre, je dirais, une tonalité, un trait humain de caractère dans un langage parlé, dans un texte, que ce soit une activité, je dirais B2C ou B2B, alors on peut éventuellement rattacher tous ces cas d'usage au terme émotion. Dans ce cas-là, oui, les capacités analytiques ou les capacités cognitives peuvent aider à détecter des sentiments, des traits de caractère, voire des émotions. Ça dépend bien sûr quelle est la source de données. Et pourquoi on fait ça? Là, on arrive au rattachement avec le cas d'usage. Pour un objectif qui doit être clairement identifié. Donc ça peut être un objectif, bien sûr, de prévenir quelque chose. Ouais. Ça peut être de comprendre une situation. Ça peut être de vérifier que quelqu'un est conforme à une réglementation. D'accord. Ça peut être de vérifier s'il n'y a pas un risque. Voilà. Donc après, il faut instancier ce que je dis par cas d'usage et exemple. Mais de manière générale, l'IA et les techniques cognitives peuvent aider à détecter des traits de caractère, des sentiments, des émotions. D'un point de vue technique, on sait faire ça aujourd'hui. D'accord. On pourra en parler. D'un point de vue mathématique, d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue technique. Et bien évidemment, la question après, c'est de savoir dans quel usage et pour quelle finalité. Bien sûr. Donc oui, c'est un pan, tu peux dire, c'est un pan, je ne veux pas dire que c'est une discipline de l'IA, mais ça fait partie d'axes de recherche en intelligence artificielle. Et je dirais que c'est un volet de l'intelligence artificielle. Enfin, dans l'IA, si on dit que le cognitif, c'est un des volets, c'est un thème du cognitif, l'analyse émotionnelle. Oui, totalement. Donc on peut amener les choses comme ça. D'accord. Après, on parlera par cas d'usage. Donc j'imagine que tu as prévu des questions sur les exemples, les cas d'usage, et comment utiliser une détection d'émotions. Oui. Donc après, oui, j'ai des cas d'usage en tête. Du coup, est-ce que vous pouvez m'en donner? Alors, c'est vrai que je pensais plutôt... En particulier dans le white paper que je crois que je t'ai partagé, celui qui s'appelle Histoire de l'IA, synthèse, histoire de l'intelligence, enfin intelligence artificielle, histoire, enfin genèse, histoire, cas d'usage, exemple Watson, c'est un PDF. J'ai dû t'envoyer, ça fait une cinquantaine de pages, il est en français, il est sorti il y a quelques jours. Donc dans celui-ci, il y a des exemples qui montrent des cas d'usage où on a besoin de traiter de l'émotion. Plus que de l'émotion, je dirais un trait de caractère, ou un sentiment, ou un avis. Donc oui, dans l'analyse de la donnée aujourd'hui, dans l'analytics, il y a des sources de données vidéo, audio, textuelles, dans lesquelles on peut avoir besoin de détecter quelque chose qui en le corrélant, en le rapprochant d'autres sources de données, va permettre d'atteindre l'objectif. De manière générale, on peut présenter les choses comme ça. Donc après, tu emploies le terme émotion, donc moi j'ai employé le terme trait de caractère et autres. Donc on va avoir plusieurs niveaux. On peut avoir un traitement qui est quelle relation on a avec la machine en tant qu'humain. La machine étendue, le robot, le robot ou autre. Et donc on peut traditionnellement s'adresser à des interfaces qui étaient des interfaces informatiques avec des écrans et de l'information affichée. On peut être maintenant amené à s'adresser à une interface, je dirais, qui va être un avatar ou un représentant de l'humain, une sorte de jumeau numérique. Et donc bien évidemment l'aspect émotionnel va apparaître à ce moment-là. Dans l'exemple Soul Machine,
dans le livre blanc. Donc ce sont des avatars en 3D qui synchronisent les expressions avec les traits du visage et qui vont traduire des sentiments. Donc on trouve des solutions, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a Apple qui a racheté une technologie, IMA. Donc ça se réfère à un pan de technologie, je crois qu'il s'appelle IMA ou EMA. D'accord. Emotional Artificial Intelligence ou EAI. Je suis désolé. Non, pas j'ai perdu le terme. Il y avait un white paper sur Internet là-dessus. Il y a quelques semaines que j'ai téléchargé. Je ne l'ai pas retrouvé, je souhaitais te l'envoyer. Donc il décrit un peu une dizaine de frameworks, enfin plutôt de technologies qui permettent de traiter cette histoire émotionnelle. D'accord. Donc oui, donc il y a l'interface qui peut être un avatar en 3D, donc ça va changer la relation dans la manière de s'adresser, parce qu'on ne s'adresse plus à une interface homme-machine classique. Ouais. Et il va y avoir une synchronisation des propos, il peut y avoir un dialogue avec des technologies back-end et autres. Donc ça, c'est un volet, c'est un thème. Bien évidemment, après, il y a aussi une autre partie qui est liée à l'analyse, je dirais, intelligente de texte. Oui. Donc un texte, juste rapidement pour revenir sur la partie d'avant, les avatars 3D, ça comprend aussi la démonstration, la vidéo avec la démonstration que vous m'aviez envoyé, là, l'exemple de l'hôtesse qui parlait, qui s'adressait justement pour orienter par rapport aux cartes de crédit. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ok. Donc là, après, c'est ce qu'on appelle des systèmes cognitifs intégrés. Ouais. Donc dans un système cognitif intégré, il y a une partie, bien sûr, dialogue, oui, en langage naturel, sans transformation, donc de la manière la plus naturelle possible avec le vrai humain. Il y a une partie cohérence et gestion de la conversation au sens une réponse va influencer la question qui suit, etc. D'accord. Et il y a énormément de travail analytique qui est fait en back-end, qui est bien sûr la partie back du front. Ouais. Et dans cette partie back, il y a d'autres techniques qui sont utilisées, analytiques, d'IA. Voilà. Et l'ensemble est un système intégré. On peut le présenter comme ça, un système cognitif. Voilà. Donc ça s'est énormément développé en Asie, historiquement. Donc il y a énormément de robots d'accueil qui sont alors des robots physiques, mais un robot n'est pas un humain. Oui. Et après, il peut y avoir aussi des robots de type animatronique, je le décris dans un white paper, qui vont ressembler à une femme, à un homme, et qui vont avoir un raisonnement qui va être une simulation, bien sûr, de l'intelligence humaine avec des algorithmes en back-end, des réseaux neuronaux, etc. Une interface homme-machine, où on va synchroniser la réponse avec une attitude visuelle qui sera bien sûr reconstruite. Alors après, on touche à l'apprentissage, etc. Donc un système cognitif émotionnel, si on considère que l'émotion vient de la nature humaine, si on considère que l'être le plus émotionnel, entre guillemets, c'est nous, eh bien, on va donc trouver des initiatives, essentiellement en Asie, énormément portées en Asie, où on va avoir une représentation totale de l'humain, soit physique et réel avec un animatronique que tu vas avoir devant toi, soit une représentation de type 3D qui aura le comportement de l'humain simulé. Voilà. Donc, ce sont des systèmes dans lesquels on cherche à gérer des émotions, ça change complètement la relation avec le vrai humain. Les cas d'usage, parce que au-delà de la technologie et de ce que je décris là, que tu peux trouver partout, des cas d'usage autour de l'accueil, autour, je dirais, il y a des cas d'usage autour de l'accueil. On trouve énormément d'avatars ou de robots de ce type-là en Asie, parce qu'en Asie, on considère qu'une chose physique a une âme. Donc les Asiatiques respectent énormément les objets physiques. Donc il y a beaucoup de pans de la robotique et de l'animatronique qui se sont développés en Asie. Il y a un professeur, Ishikuro, je ne sais plus son nom de famille, donc, qui a développé ces fameuses animatroniques. Et donc c'est un côté effrayant, c'est aussi un côté absolument fascinant. Donc voilà, donc ça c'est un pan. Donc voilà, je voulais te donner quelques éléments là-dessus. Non, c'est très intéressant. La partie analyse de traits de caractère, analyse de sentiments, on peut considérer que quand on s'exprime, tu t'exprimes de manière orale,
On peut s'exprimer bien sûr par le visage sans parler, on peut s'exprimer par l'écrit. Donc si je m'exprime par l'oral, je peux être amené à traduire ce que je dis en texte, et une machine va essayer de comprendre le texte. On peut essayer d'identifier par des systèmes analytiques vidéo une expression, un visage, une cicatrice, une attitude, et dire tiens, la personne elle a 45 ans, elle est triste. Et donc il y a des systèmes de reconnaissance faciale très sophistiqués qui fonctionnent très très bien. Voilà. Donc on a, je dirais, on va chercher à capter quelque chose par un canal. Je répète, le canal peut être audio, le canal peut être vidéo. Dans vidéo, il y a l'image. Le canal peut être écrit. Donc on pourrait très bien analyser un texte pour savoir si le texte est négatif, si le texte est positif, si un texte traduit un passage à l'acte de quelqu'un qui va mettre le feu à un immeuble, qui va faire un attentat terroriste, ou qui s'exprime de manière ironique, ou qui critique un matériel, ou qui critique un équipement, ou qui... voilà. Donc tout ça, pour moi, je le rattacherais, tu vois, à l'analyse, je dirais, des traits humains, d'une personnalité. Donc, analyse de personnalité, analyse de traits de caractère, analyse émotionnelle, on peut rattacher tout ça, effectivement, à la dimension cognitive de l'intelligence artificielle. On considère qu'un système est cognitif quand il y a une conversation en langage naturel, quand on manipule un corpus, c'est-à-dire on est sur un domaine d'expertise. C'est bien joli d'avoir une interface qui va s'exprimer, mais de quoi parle-t-elle? C'est quoi le sujet? Dans lequel il y a de l'apprentissage. Donc c'est très important d'avoir cette notion d'apprentissage. Donc on cherche à faire tout ça pour capter de l'information et avoir des systèmes plus performants. Le but, c'est la recherche de la performance. Alors ça peut être une performance, une fois de plus. Il faut la rattacher à un cas d'usage. Mais on va capter de l'information, par exemple un chatbot qui aurait une représentation virtuelle humaine, l'humain va avoir un dialogue, le chatbot avatar 3D va poser une question, va répondre, etc. Et c'est en répondant que le système cognitif va capturer la connaissance. Donc tous les systèmes cognitifs cherchent à capturer la connaissance. Ce sont des moyens de capter de l'information. Si on considère que l'émotion est un moyen de capter de l'information, dans ce cas-là, elle se développera. D'accord. Voilà. Et donc, si aujourd'hui un système de reconnaissance faciale qui va voir que je suis triste, qui va analyser mon texte, a énormément de valeur. Voilà. Et bien évidemment, comme aujourd'hui tout le monde cherche à capter l'information, à en faire de la donnée, pour pouvoir prendre des décisions, manipuler. Et il y a énormément de discussions aujourd'hui autour des grands fournisseurs de cloud qui ont des systèmes d'IA. Voilà. Donc moi je présenterai les choses comme ça. L'émotion en tant que telle, c'est un sujet passionnant, mais je le rattacherai plutôt au cognitif, qui est une discipline de l'IA, et que j'explique, tu l'as peut-être vu, dans l'un de mes white papers. Voilà, bon, je t'explique tout ça de manière un peu confuse, Cyrielle, mais voilà, j'espère que tu arriveras à retrouver tes... Non, c'est très clair et très intéressant. Non, voilà. Et pour le coup, je vous confirme que c'est totalement au cœur du sujet. Hein. Oui. Enfin, c'est là ce dont vous me parlez, et c'est vraiment... Enfin voilà, on n'est pas à côté. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Ah oui, d'accord. Je me permets de te tutoyer, hein, oui. Avec moi. Oui, non, mais oui, je te tutoie aussi, du coup. Voilà, donc sur ces sujets-là, alors nous, après, d'un point de vue plus opérationnel, si maintenant on revient sur IBM, sur le rôle d'une entité industrielle, nous, on va après, les principes, les concepts, les technologies. Donc il y a énormément de choses sur le marché. Je pense qu'il serait intéressant que tu recenses les frameworks, par exemple, qui s'adressent à EMA, EMA ou EIA. J'ai essayé de te retrouver ce white paper, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a énormément de valeur. Donc il recense un petit peu toutes les technologies. Apple a acheté une technologie récemment d'intelligence émotionnelle basée sur l'analyse des visages. D'accord. Voilà. Il y a énormément de technologies. Alors ça parle beaucoup du visage, de la détection d'émotions. Il y a d'autres manières de capturer les émotions. Je reviens sur le texte, etc. Donc après, une fois que je pense qu'on a présenté les principes, les concepts, qu'on a compris qu'on corrélait des sources de données, qu'on les analysait avec des algorithmes d'intelligence artificielle, qu'on mettait tout ça en contexte, dans une situation,
qui peut être un dialogue, qui peut être un environnement. Hein. Le système cognitif, il est immergé dans son environnement. Dans un système cognitif, on évite les transformations. Alors, je ne vais pas faire trop d'informatique historique. Dans une application informatique, tu transformes l'information. Tu la mets dans une base de données, tu as une fonction, elle te renvoie une valeur. Dans ces systèmes-là, on essaie d'avoir des systèmes cognitifs qui sont le plus proches possible de l'humain, qui ne vont pas se baser sur une transformation. Je te donne un exemple. Quand tu traduis dans Riverso ou dans Google Translation, à aucun moment on apprend la grammaire. Ces systèmes-là se basent sur des approximations. C'est-à-dire, on regarde, tu dis, je traduis, et tu mets une phrase, le système ne va pas faire sujet, verbe, complément, il n'apprend pas la grammaire anglaise, ou russe, ou le cyrillique. Il va regarder dans les textes toutes les phrases qui s'approchent, ce qu'on appelle par rapprochement sémantique. Et bien, dans un système cognitif, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, au départ, il est comme un enfant. Il ne connaît rien. On ne lui a pas appris la grammaire. Donc, c'est pour ça qu'on capture de l'information. L'émotion peut faire partie de l'information. Il y a un exemple très concret. Au bout d'un moment, il faut que je parle par exemple, parce que je vais faire trop de théorie. C'est dans des systèmes de service client, par exemple. Tu peux analyser aujourd'hui l'intonation. Donc, une personne dans un centre d'appel va appeler et on va voir si elle est énervée, si elle est neutre, et ça va faire partie d'un apprentissage. Parce qu'on va corréler la tonalité avec le contenu. Si par exemple je te dis ta thèse m'intéresse énormément, Christelle, tu vois, je le dis avec empathie. Donc le système va détecter, tiens Serge, j'ai une intonation positive, et on va l'associer à la phrase que je viens de dire, tu vois. Donc le fait de corréler les deux informations, c'est important. Si je te dis vraiment, Christelle, ta thèse, c'est super, là j'ai l'impression que je me fiche un peu de toi. Donc on a corrélé, tu vois, j'ai employé un ton qui ne matchait pas avec la phrase. Pourtant c'est la même phrase, tu vois, dans deux situations différentes. Donc dans un système cognitif, on va corréler différentes sources de données en même temps, tu vois, dans un contexte donné. Donc ce qui est assez extraordinaire dans ce que je t'ai envoyé comme exemple, dans Soul Machine, c'est qu'on utilise une technologie Watson qui va traiter la conversation avec un service back-end, c'est-à-dire ce qu'on appelle conversation. Je pose une question, tu me donnes une réponse. Bon, il y a ce qu'on appelle un arbre de conversation. On détecte des intentions au départ, et il y a des questions qui sont posées, de l'information capturée, et on répond. Donc ça, c'est la partie back-end. Ce qui est assez puissant, c'est qu'on corrèle la réponse avec qu'on appelle ça, un trait dans le visage, tu vois. Et donc on va synchroniser les lèvres avec la réponse. La réponse est un texte. Tu pourrais avoir un chatbot qui donne la réponse et ne pas avoir l'avatar 3D. Donc là, ce qui est très fort, c'est de corréler la réponse avec un trait du visage, une sorte d'émotion, d'une certaine manière, à un instant donné dans la conversation. C'est là qu'est la force. Donc, d'un point de vue technique, ce qu'avait fait IBM sur l'avatar